Captain Hunt was a particular friend of yours? Yes. I was engaged to his sister in England. So his death was very disturbing to you? Well, it was more the way he died. He was mutilated. You were present at the action where Captain Hunt was killed? No. Well, then how do you know he wasn't killed in a fair fight? Because I saw his body. Sometime later, you can't possibly know how Captain Hunt met his death. So you cannot produce any evidence to connect Visser with it. So then, why did you order him to be shot? It is customary during a war to kill as many of the enemy as possible. And was your court at the trial of Visser constituted in any way like this? What rule did you shoot him under? Like this? Oh, no, sir, no, it wasn't quite like this. No, sir, it wasn't quite so handsome. And as for rules, we didn't carry military manuals around with us. We were out on the veldt, fighting the Boer, the way he fought us. I'll tell you what rule we applied, sir. We applied Rule 303. We caught them, and we shot them under Rule 303. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 2. Cette semaine émission Fraternité, trahison et fidélité. Parfois, les soirs de drame, il nous faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui nous tendent les mains. Nous ne sommes pas des héros, nos faux pas nous collent à la peau. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est le mieux que les autres, et donc vous l'aurez peut-être compris... dis-le plus vite. Bam. Donc dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres, et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation extraite d'une chanson de Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, absolument. Je ne suis pas un héros. Nous allons parler ce soir de héros et de salopards, puisque donc nous allons parler de la réédition chez Rimini de Breaker Morant en français, Héros ou salopards, film australien de 1980 signé Bruce Beresford, et ensuite nous parlerons de Leila et ses frères, nouveau film du petit génie iranien Saïd Roustei qui nous a émerveillé l'an passé avec La Loi de Téhéran. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Le Dr Erwan devrait arriver normalement encore plus à la bourre que d'habitude en deuxième partie de cette émission, si tout va bien, grâce à la nouvelle ligne de métro de Rennes, Cocorico, après seulement 3 ans de retard. Donc maintenant il peut se déplacer à la vitesse de l'éclair. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques news et agenda. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, il se passe plein de choses dans le petit monde de cinéma, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et donc, ça commence dès demain au Tambour, donc nouvelle séance qui ont donc repris, je le répète, la semaine dernière, avec des écrans variables, avec à 18h un film tchécoslovaque de Jindřich Polak de 1983, Ikari XB1. Super. Voilà. Super film de science-fiction, ultra élégant, un petit peu psyché, voilà. C'est une vraie curiosité à voir sur grand écran, franchement, on a de la chance. Merci. Et donc à 20h30, ce sera L'invasion des profanateurs de sépulture, le Body Snatchers de Don Siegel. Super. Donc voilà, le premier, l'original sur les 4 qui ont été faits. Il y en a eu 4, oui. Il y a eu celui de Philip Kaufman dans les années 70, celui de Abel Ferrara dans les années 90 et celui de Olivier Hirschbiegel dans les années 2000. Voilà, je ne l'ai pas vu en fait. Que tout le monde a un peu oublié, qui n'est pas inintéressant, mais qui porte beaucoup trop... C'est pas avec Nicole Kidman ? Avec Nicole Kidman et Daniel Craig. Ok. Oui, voilà, avant qu'il ne fasse 007. Ok. Sinon, à partir de demain et jusqu'au 2 octobre, commence à Rennes le festival Le Court-Métrange, mais qui est à la fois court et long-métrange, parce que donc il y aura plusieurs événements organisés donc dans la métropole rennaise. Effectivement, le cœur du festival, donc c'est le festival Le Court-Métrange avec la compétition des courts-métrages, mais il y a aussi plusieurs autres événements qu'il propose, comme des conférences ou quelques longs-métrages. Il y a notamment des films de Carpenter, il y a le Alien de Ridley Scott qui va repasser, donc plein de choses comme ça dans les 3 semaines à venir dans le cadre de courts-métrages.
autre information locale, j'ai vu ça ce matin, mais donc ça se déroule ce soir à 19h30. Donc si vous aimez la musique et l'esprit breton, vous pouvez vous précipiter au cinéma Gaumont pour la première, en tout cas en présence de l'équipe de la tournée du film sur Soldat Louis. Ok. Voilà, il y a un film donc sur le groupe lorientais qui fête ses 30 ans cette année, donc de Soldat Louis, une belle histoire d'amitié, de musique et probablement de beaufry. Ouais. Ah, Soldat Louis quand même c'est compliqué. Ouais, c'est quelque chose. On les réduit à du rhum, des femmes et de la bière de Dieu, mais en fait c'est bien pire que ça. Tenez le vous pour dire. Et malgré tout ça, il continue donc d'écumer depuis 30 ans toutes les salles de l'Ouest. Je les ai pas vus. Ah bah ils tournent encore, hein, ouais. Parfois au détour d'un festival, tu dis ah putain ils sont encore là. C'est un peu les ramoneurs de menhir des années 90, quoi. Ils étaient partout dans tous les fest-noz, les festivals, les concerts. Ah putain il y a encore Soldat Louis et son petit bonnet ridicule. Mais donc bref, documentaire sur Soldat Louis qui je crois ne connaîtra pas de destin de sortie nationale, mais donc ils font une tournée dans plein de bleds en présence de l'équipe de réalisateurs et des membres du groupe pour présenter tout ça. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si jamais on pouvait le voir, on serait allé bien sûr, mais... Et en restant sur la musique, demain en sortie nationale, il passe notamment au Gaumont et à l'Arvor, je crois, c'est Moon Age Daydream, film de Bretton Morgan consacré à la carrière de David Bowie. Donc voilà, ça a l'air plutôt en tout cas intéressant sur les multiples facettes de l'être Bowie. Donc voilà, ça sort demain, mais il y a aussi donc en ressortie pour préparer la fin d'année, bien évidemment avec le raz-de-marée, c'est la ressortie de Avatar de James Cameron, qui n'a donc... C'est toujours son dernier film en date, parce que donc, le film date de décembre 2009 et depuis, Jim n'a rien fait, même pas un documentaire, comme entre Titanic et puis Avatar, où il a fait plein de documentaires trop cool où il partait dans les fonds marins. Là, non, walou. À part un ou deux trucs pour le National Geographic, pas de film. Donc, on l'attend quand même. On l'attend quand même. Sinon, un film qui fait plus parler de lui par le pataquès de sa promo et de ses emmerdes de production que le film lui-même, c'est Don't Worry Darling, film réalisé par Olivia Wilde avec Chris Pine, Florence Pugh et Harry Styles, où en tout cas la promo était très très drôle, il s'est passé beaucoup de péripéties, c'était très rocambolesque, le film en lui-même n'a pas l'air superbement intéressant, mais... à voir. À voir. C'est comme le film qui lui a coûté son mariage avec... Jason Sudeikis, des propos de tromperie, de coucherie, des gens qui s'entendent mal, des gens qui refusent de faire la promo, des gens qui se crachent dessus, tout ça, bref, rocambolesque au possible. Hollywood, quoi. Voilà, Hollywood, comme on l'aime. Sinon, sans aucun rapport, c'est le nouveau film de Hong Sang-soo qui sort, donc juste sous vos yeux. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de film de Hong Sang-soo, alors qu'il continue sans faire 2 par an, je pense. Mais j'ai arrêté de suivre. Oui, parce que c'est vrai que c'est dur à suivre. C'est dur. Il y en a quand même beaucoup. Alors j'aime beaucoup Hong Sang-soo, mais c'est vraiment dur. Sans aucun rapport, il y a le nouveau film de Rebecca Zlotowski, Les Enfants des Autres, qui sort demain. Je l'ai entendu sur France Culture la semaine dernière. Ça a l'air d'être un film très intime et très touchant pour elle, qui parle d'être mère et belle-mère à 40 ans. D'accord. Voilà. Encore un film avec Virginie Efira, c'est son 5e film de l'année, je crois, ou un truc dans le genre. Ouais, mais le duo Zlotowski-Efira peut donner de belles choses. Pourquoi pas. Et dans un tout autre style, il y a un film qui s'appelle Une belle course avec Danny Boone et Lynn Renaud. Voilà. C'est ça le cinéma. Voilà, c'est heureusement que le cinéma français est quand même là pour relever un petit peu le niveau. Oui. Donc, voilà. Personnellement, je n'irai pas vérifier parce que Danny Boone, c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est pas lui qui réalise, mais j'ai vu son dernier film en tant que metteur en scène, son film sur le confinement, 8 rues de l'humanité. J'ai tenu 23 minutes. Ah oui, quand même. Le film fait plus de 2 heures. C'est très pénible. C'est pénible. Oui. Donc voilà, c'est les sorties. On parlera pas du tout de ça la semaine prochaine. On parlera de méta, de performance capture, de virtuel. Et donc il y aura notre spécialiste préféré, bien évidemment, MCM, donc MC Massuet, qui sera là pour en parler, bien évidemment. Donc voilà, c'est le programme cinéma de la semaine. Si vous aimez ça, on va passer à la section critique de cette émission. On va aller chez nos amis. Non, c'est pas vrai, c'est pas nos amis. En Afrique du Sud, on va parler de l'esprit de Brecker Morant. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était John Edmund avec The Spirit of Brecker Morant. Brecker Morant dont on va parler dès à présent à l'occasion de la ressortie en DVD Blu-ray chez Rimini Édition, dans une belle édition donc de Brecker Morant, a.k.a. Héros ou
Salopard chez nous, film de Bruce Beresford daté de 1980 et qui raconte l'histoire en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers, donc au début du XXe siècle. La seconde guerre des Boers. Ouais. La seconde guerre des Boers, exactement. Donc, d'une partie d'un contingent de soldats de Sa Majesté la Reine, donc bien évidemment, qui a été enterré hier. Donc, c'est un peu notre film hommage à cette vieille bique qui est enfin morte. Et donc, c'est un peu notre film hommage de l'Australie au royaume anglais, et qui est donc un contingent de soldats australiens, donc parce qu'il y avait différents contingents de soldats des colonies et puis du Commonwealth, ceux qui donc devaient aller faire la guerre au nom de la couronne britannique, donc pendant la deuxième guerre des Boers. Et donc, based on a true story, où une escouade, en fait, aurait commis des exactions contre des habitants et contre un prêtre allemand local. Et donc, ça va être le procès de ces hommes-là, dont le fameux Breaker Morant. Et donc, un film de procès où les événements seront racontés en flashback pour essayer de tenter de comprendre ce qu'il s'est passé et quelle est l'influence politique qui va se dérouler durant ce procès. Donc c'est sur la fin de la deuxième guerre des Boers, et notamment le sympathique et bien connu Lord de Kitchener, un des théoriciens et des praticiens de la guerre moderne et de la boucherie moderne, surtout avec les camps de concentration, des camps d'internement et autres joyeusetés, qui le fera à la fois en Afrique du Sud et plus tard en Inde, donc va avoir une influence sur ce procès. Donc film quand même culte en Australie, assez marquant, d'autant que le personnage de Breaker Morant, comme on l'entend dans la chanson de John Edmund, est devenu au fil du temps, si ce n'est un héros national, en tout cas une genre d'icône pour montrer le traitement des Australiens par la couronne britannique et par l'Angleterre de manière générale, ce qui fait qu'il y a toujours une haine profondément marquée et ancrée en Australie, que ce soit des aborigènes ou bien des blancs anciens bagnards qui ont été amenés de force donc en Australie contre la couronne anglaise. Et de cette figure, de cette icône-là, Bruce Beresford en tire un film âpre et étonnamment presque élégiaque. On en parlait avec Thibaut en off avant cette émission. Et Bruce Beresford, donc c'est un metteur en scène australien qui s'est fait connaître plusieurs années avant avec des séries de comédies, en tout cas de films survoltés, notamment les deux Barry Mackenzie, qui ont été parmi les premiers gros succès du cinéma australien à l'échelle locale en tout cas, donc parce qu'à l'avant c'était principalement trusté par des films soit anglais ou bien évidemment américains. Et avec Barry Mackenzie, il y a une tentative d'ébauche de faire du cinéma australien qui parle aux Australiens et qui va marcher en termes locaux. Après, évidemment, pour revenir un petit peu sur le reste de sa carrière, évidemment, comme tous les réalisateurs à succès, même australiens, comme des Peter Weir et compagnie, il sera appelé en Amérique. Il fera certains bons films, notamment l'excellent Tender Mercies, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, d'ailleurs aussi chez Rimini, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Robert Duvall en 1983. Donc c'est un film qui fera très peu de temps après celui-là. Puis après, comme beaucoup, il tombera un petit peu dans le n'importe quoi, en signant par exemple le terrible Miss Daisy et son chauffeur. Ou The Double Jeopardy avec Ashley Judd et Tommy Lee Jones. Oh là là, oui, c'est vrai. Mais donc avant ça, Bruce Beresford avait quand même montré en Australie un véritable talent de conteur et de metteur en scène qu'on voit dans ce film-là, film historico-procédural finalement, pour montrer un petit peu la réception, l'accueil et la vision qu'avait le royaume anglais à la fois de ses ex-colonies en Afrique du Sud ou bien en Australie. Thibaut. Oui, alors ce film-là, on peut déjà saluer le travail de Rimini parce que qui contient notamment un bel entretien d'une vingtaine de minutes avec Bruce Beresford et avec Brian Brown qui joue un des personnages principaux du film. Donc combo Blu-ray DVD, et il y a un petit livret d'une petite vingtaine de pages qui accompagne les disques. Et qui remet bien en contexte un contexte historique et appuie un petit contexte aussi cinématographique par rapport à ce qui se passait en Australie à l'époque, avec des citations des acteurs qui ont... dans les bonus, tout le monde a l'air très content d'être là et de parler de ce film qui est extrêmement important. Alors, je ne sais pas si c'est le film le plus important australien de cette époque, mais disons qu'il arrive dans un contexte de production qu'il faut souligner parce que Bruce Beresford est connu pour être devenu un yes man à Hollywood. Mais avant ça, dans les années 70-80, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que enfin
comme tu le disais Thomas, le cinéma australien arrive à se dégager de la mainmise et du cinéma anglais et du cinéma américain. Pour différentes raisons, à la fois des volontés de metteurs en scène, des volontés de producteurs, des taxes qui étaient plus avantageuses. Voilà, il y a une histoire de taxes qu'il faut regarder. Et puis surtout, c'est qu'en 1975, il y a l'Australian Film Commission qui est créée, voilà, pour mettre en avant, promouvoir la cinématographie locale. Alors ça, c'est important parce que voilà, dans les années 70, puis au début des années 80, il y a beaucoup de cinéastes qui vont apparaître. Bruce Beresford, bien entendu. Alors c'est un cas un peu particulier parce que Beresford, lui, il vient de la exploitation avec les Barry Mackenzie, comme tu disais. Donc voilà, des espèces de comédies potages survoltées qui vont à 2000 à l'heure. Et là, en fait, on est vraiment avec Héros ou Salopard. On est vraiment sur un vrai film d'auteur, on va dire ça entre guillemets, bien entendu. À l'époque, donc il y a Peter Weir, un an avant, il y a Miller qui fait le premier Mad Max. Donc il y a tout un contexte de production où certains metteurs en scène et producteurs essayent de pousser le cinéma australien qui avant était soit entre l'inexistant et on va dire le très rare. Pour pas faire le cinéma australien existe depuis le début du cinématographe. Le premier long métrage qu'on connaît, le premier long métrage dans l'histoire du cinéma mondial est australien. C'est un biopic du bushranger Ned Kelly. Oui. Alors, le film adapté plusieurs fois au cinéma. Voilà, le film est dispo. Il est dispo un peu sur YouTube dans une version un petit peu tronquée parce que voilà, on a perdu quelques bobines. Et voilà, le cinéma australien avant, c'était beaucoup un cinéma documentaire. Ou historique. Il y avait pas mal de documentaires qui se basaient là-dessus. Il y avait Errol Flynn un peu en tête de gondole dans les années 20 là, qui se baladait de ci de là avant qu'il parte à Hollywood. Mais encore, il vient de Tasmanie, donc c'est encore différent du continent. Et voilà, et donc du coup, il y a eu un énorme creux dans la cinématographie australienne. Et voilà, les années 70, voilà, il y a des vrais auteurs qui arrivent, donc type Peter Weir par exemple, pour ne citer que le plus célèbre et peut-être le meilleur. J'adore George Miller, mais Peter Weir, voilà, c'est un plus grand cinéaste. Voilà, il est quand même immense. Et puis il y avait un petit côté exploitation, donc des films typiquement australiens avec des storks, ce genre de choses. Voilà. Et Beresford arrive là-dedans et en fait il fait un petit peu ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'il fait un petit peu la synthèse entre un background d'exploitation et une volonté ici de cinéma d'auteur, parce qu'en effet, on est sur un vrai film d'auteur qui est ultra tenu, ultra sec, je trouve, en termes de mise en scène. Il n'y a pas de chichi, en fait. Voilà. Et je trouve qu'il y a une gestion, par exemple, des inserts, des gros plans sur les visages qui est admirable. La représentation et du tribunal et de la prison, c'est également admirable. Et à la fin, parce que voilà, bon, est-ce qu'on spoil ou pas Écoutez, on peut en parler comme ça. C'est une histoire connue. L'histoire est connue de toute façon. L'histoire est dramatique, bien évidemment. Et donc, il se permet il filme des endroits clos. Le film se conclut par l'exécution de deux des accusés, notamment. Et là où le film devient extrêmement beau, c'est qu'on s'est posé des questions tout le long du métrage et à la fin il y a un vrai moment d'élégie. C'est le seul du film parce que jamais Bruce Beresford ne va filmer la campagne et mettre en valeur la campagne sud-africaine. De toute façon, le film a été tourné en Australie. Encore qu'il y a quand même quelques très beaux plans avec des ombres au loin, en haut sur les montagnes, avec des persos qui sont en insert, qui sont très proches, qui donnent une vraie profondeur de champ, où il y a un côté... Mais c'est vraiment qu'à la fin. Mais qui renforce le côté... Il fait ça quelques fois dans le film, mais parce que ça renforce le côté militaire et finalement presque pratique de ces soldats. Oui, voilà, ouais. La campagne est un peu crado, on va dire ça comme ça. Et à la fin, voilà, c'est la guerre, hein, oui. Et à la fin, voilà, c'est un très beau lever de soleil, une main dans la main, et des dialogues qui sont admirables. Voilà, visez bien. Voilà. Donc voilà. Straight, you bastard. Donc le film est extrêmement bien tenu, mais là où je trouve qu'il est passionnant, c'est dans ce rapport, dans sa construction. Comme tu le disais, le film, c'est un film de procès qui va être entrecoupé dans un énorme montage parallèle avec des flashbacks. Et je trouve que c'est hyper passionnant dans le sens où les flashbacks vont être un petit peu du côté de la morale. Alors oui, ce que ces trois personnages ont fait, ce sont des salopards. Mais parce qu'en même temps, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça pose, entre guillemets, c'est la problématique de Nuremberg. Au procès de Nuremberg, où la principale défense des accusés, c'était on ne faisait que obéir aux ordres.
c'était pas nous, c'était Hitler, c'était Himmler, c'était Heydrich, tout ça, eux qui donnaient les ordres, et nous, on n'a pas le choix, on exécute les ordres. Donc finalement, si on est des salauds, si on est des bouchers, c'est pas notre faute, c'est à cause de Lord Kitchener qui nous a obligés à agir comme des fils de pute, à faire ci, à faire ça, non, en se dédouanant de la morale individuelle au profit de la morale de l'armée. Ouais, c'est ça. Et morale, entre guillemets. Ouais. Et à côté de ça, donc il y a cet exercice-là, et à côté de ça, il y a le film de procès qui lui reste concentré sur des faits, sur des textes de loi, sur des ordres donnés. Et en fait, le film arrive, je trouve, trouve son équilibre par rapport entre la morale et la loi. Et ce film-là, donc la loi et la morale, et ce film-là, en ce sens-là, est absolument passionnant. Il y a une empathie qui reste, moi je trouve, très limitée, hormis la très belle scène de fin, mais qui reste très très limitée même au sein du procès. Tu sens l'avocat qui, au début, est un petit peu hésitant, qui va gagner un petit peu en confiance. Donc la trajectoire là est très très belle. Parce qu'il n'y a pas vraiment de compassion. Ça tombe à la fois pas dans la compassion et ça tombe pas dans la putasserie ou bien la complaisance. À la fois de la violence ou bien de la défense des accusés. C'est ça. Même si évidemment, et logiquement, ça charge un peu plus, on va dire, les jurés ou ceux qui accusent lors du procès, donc qui serait plutôt l'Empire britannique ou en tout cas ses représentants en force en Afrique du Sud, plutôt que les accusés, où il y avait toujours qu'avoir cette question d'échelle entre guillemets le peloton, les petits soldats et leurs supérieurs. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a aucune complaisance parce que le film reste sec du début jusqu'à la quasi-fin. En effet, le tribunal militaire, les jurés, ceux qui vont décider des peines, tu sais très bien que ce sont des immenses salopards. Et là, le film ne fait pas ne prend pas de virage par rapport à ça. Il va très droit par rapport à ça. Et là, c'est par rapport aux trois accusés, voire à l'avocat, parce que l'avocat, tu te dis putain, mais autant il est manipulé par les trois gars. Est-ce qu'ils disent vrai? Est-ce qu'ils veulent sauver leurs fesses? Et du coup, ils mentent à leur propre avocat. Et tout ça, c'est absolument en fait passionnant. Surtout que Beresford, alors un film de procès c'est compliqué à filmer, et puis tout le monde n'est pas Sidney Lumet. Enfin, dans un film de procès, un film de procédure judiciaire, on va dire ça comme ça, tout le monde n'est pas Sidney Lumet. Et je trouve que Beresford, il arrive à bien jouer sur ses cadres, sur des changements de focale qui font que le film est ultra rythmé par rapport à ça. Certes, il y a les dialogues qui fonctionnent pleinement, mais voilà, il arrive à isoler 2-3 personnages avec une espèce de jeu de double focale en fait, où tout le monde est net. C'est assez intéressant. Voilà, un petit plan d'ensemble qui va bien. Donc voilà, dans sa mise en scène et dans son montage du procès pur, voilà, il y a des changements d'axe, des changements de focale qui font que le film en fait se suit admirablement bien parce que ça conduit à un rythme qui est ultra tenu. Et dans les scènes, on va dire les scènes de flashback, là, donc, comme tu l'essayes, comme tu disais, il n'y aura pas un genre de célébration de la nature des paysages, mais il y a quand même un certain côté qui participerait à en faire presque une épopée, parce que c'est le voyage et on va voir des tribus indigènes pour leur foutre sur la gueule ou non, et en plus au milieu de tout ça se joue un autre drame qui est une question d'une potentielle vengeance du personnage de Breaker Morant face à un de ses amis qui a été massacré par des indigènes. Donc il y a sur la question de la morale collective et de l'implication avec les ordres des supérieurs, il y a aussi une potentielle morale ou immoralité personnelle du personnage de Breaker Morant qui va agir finalement contre les ordres, mais en même temps en essayant de les mettre de son côté. C'est ça qui est absolument beau, c'est qu'en effet, là, il y a un troisième nœud de réflexion, d'ambiguïté qui arrive, ce qui fait que, bien entendu, ça c'est le propre des grands films, de savoir un petit peu naviguer dans les méandres de la psyché et de la morale humaine, et qu'en fait, il n'y a personne qui est bon, il n'y a personne qui est mauvais, mais néanmoins, il y a un contexte qui est particulier, c'est la Seconde Guerre des Boers. De toute façon, le carton d'introduction nous le rappelle. Il dit c'est une situation qui est complexe et c'était de la merde. Voilà. Et en effet, tu regardes le bazar, tu regardes
le lore de là, ce qu'il a fait après dans sa vie, son œuvre, voilà, c'est absolument répugnant. Lord de Kitchener, Ouais. on le voit pas mal dans des films qui se passent, on va dire, dans une période historique indienne, dans des films d'action indiens, où de toute façon, de manière générale, ça commence par les Anglais sont les derniers des fils de pute. Et donc, vu que c'est le début du 20e, Lord Kitchener est quand même vachement présent. Et tu vois que partout où il est passé, le mec, c'est Attila le désherbant, quoi. Ah ouais, Il n'y a rien qui repousse. C'est pire que du Roundup, quoi. Ah ouais. Donc, à ce niveau-là, par contre, le film fait message et ne fait aucune ambiguïté que voilà, cette seconde guerre des Boers était une immense boucherie, saloperie. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le contingent australien, c'était une espèce de commando d'élite qui allait vraiment... qui allait à l'abattoir pour dézinguer les Bushveld carabiniers, donc les Boers, carabiniers Bushman, quoi. Qui eux étaient en mode guérilla. Voilà, c'était pas le gentleman agreement comme on faisait la guerre avant, c'est que c'était une nouvelle. Supposément, on faisait voilà. la guerre avant. C'est que voilà, on y allait, les Boers ils étaient en mode de guérilla et puis ça charclait dans tous les sens. Mais par contre là, il y a un vrai truc. Beresford dit voilà, il appuie là-dessus que cette guerre, ça a été une Bon, comme toutes les guerres, j'ai envie de te dire, mais bon, ça, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais que c'était une immense saloperie. Et cette saloperie-là... C'est pas pour rien que les Anglais sont les plus haïs dans le monde, hein, plus que les Américains, plus que nous. Cette saloperie-là, il la met... C'est un carton initial qui nous dit, voilà ce que ça a donné, quoi, la guerre, voilà ce que ça donne. C'est un carton initial, il va pas appuyer plus loin, et tout le film, en fait, va prendre corps autour de cette thématique. Est-ce que c'est un film antimilitariste ? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, il y a des velléités là-dessus. Bruce Beresford, du coup, fait un film ultra tenu, ultra riche, et c'est cette richesse-là, finalement, elle va perdre un petit peu, voilà, quand il va partir à Hollywood. Bon, Miss Daisy et son chauffeur, c'est bien, mais ça n'a pas eu l'Oscar du meilleur film, ça ? Si, il me semble. Non, c'est pas bien, Miss Daisy et son chauffeur. Non, c'est un peu chiant. C'est nul. Et du coup, voilà, il va perdre un petit peu son mojo en faisant des films un peu bas du front, ou alors d'une suprême naïveté absolue. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est sur une frontière, sur une balance qui tend à chaque fois, qui penche à chaque fois d'un côté ou de l'autre. Et au final, le film se tient tellement qu'on trouve un équilibre. Et ce qui fait on parlait en début de cette chronique de production australienne. Si vous voulez un très bon digest, donc je vous recommande le livre du camarade de Melvin Z, son premier opus sur Mad Max 1, donc en l'occurrence. Les suites arrivent l'année prochaine, où notamment pour expliquer tout le contexte de production et de mise en création de Mad Max 1, il refait un petit topo sur toute l'histoire du cinéma australien et de ses contraintes de production avec toutes les questions de commission. Tout ça, c'est absolument passionnant chez Rififi Édition. Ouais, ou alors vous pouvez réécouter, parce que bon, l'ami Melvin et Locas, vous pouvez réécouter l'émission qu'on avait faite sur Crocodile Dundee. Oui, exactement, parce qu'on en parle aussi. On en parle un autre petit grand peu. succès majeur. Voilà, mais Crocodile Dundee à mettre un peu, pas sur peut-être la même échelle de valeur que ce film-là ou que les films de Peter Weir, mais film important également. Ah oui, film important pour énormément de raisons. Donc voilà, c'est Breaker Morant, Héros Salopard qui vient de ressortir chez Rimini Édition il y a quelques semaines. On va quitter l'Afrique du Sud, mais pour aller dans un autre pays copain des Anglais, donc c'est l'Iran, hein, avec des personnages qui cherchent une meilleure place au soleil.
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Hungry Silence avec The Best Place in the Sun. Parce que donc cette année, je me suis dit, comme j'ai fait des années Ramones ou des années pop italiennes, cette année, une fois par émission, ce serait un versant punk français. Il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà, pourquoi pas. Donc Hungry Silence qui passe en concert à Rennes le 14 octobre à la Tête de Chou, je crois, si je ne m'abuse. Donc voilà, venez, j'y serai. Donc des gens qui cherchent une meilleure place au soleil. C'est le cas dans le nouveau film de Saïd Roustahi, donc Leïla et ses frères, qui est sorti à la fin de l'été. C'est son 3e long métrage. Le précédent était sorti donc il y a un an, qui était le formidable La Loi de Téhéran. Et j'ai vu d'ailleurs que Saïd Roustahi, ce petit enfoiré, il a mon âge et c'est déjà son 3e film, et ce garçon a un talent très sûr et très assuré. Et donc pour en parler avec moi, il vient d'arriver, c'est le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Donc voilà, qui a donc vu le film de Saïd Roustahi. Film dense, film complexe, une genre de saga familiale au présent, qui donc, comme son titre l'indique habilement, parle de Leïla et ses frères, mais aussi de leur père. Donc ça se passe dans le Téhéran d'aujourd'hui, où le père est un petit peu, on va dire, le canard boiteux de la grande famille au sens large. Il aimerait fortement en devenir le parrain, alors que le précédent est mort. Il est mort quelques mois avant, mais pour ça, il doit donc faire un petit peu montrer patte blanche, montrer qu'il a de l'argent, qu'il est puissant pour être accepté, tout ce genre de manipulation intrafamiliale, comment dire, de grosse salope. Et donc au milieu de ça, il y a Leïla qui vit avec son père et sa mère, et ses 4 frères qui sont tous des gens un peu perdus. Ils vivent soit de petites magouilles, soit ils sont au chômage depuis un bon moment. Certains se pensent être culturistes. Il y en a un autre qui vient de se faire virer d'une usine, donc au milieu de plein de mouvements sociaux. Et donc Leïla va essayer de réunir la famille et de les faire travailler ensemble pour qu'ils se sortent un peu les doigts du cul, et qu'ensemble ils ouvrent une boutique dans un grand centre commercial, et que chacun, au fur et à mesure, puisse sortir un petit peu la tête de l'eau et retrouver de la dignité que n'a jamais eu leur père, et qu'ils cherchent désespérément par des biais détournés finalement, qui sont un peu factices. Et donc par-dessus tout ça va se mêler toute une question d'argent, de pouvoir interne et de crise internationale et de sanctions américaines, qui vont bien évidemment foutre un pataquès dans tout ce beau monde. Donc film dense, parce qu'il fait quand même 2h45 bien tapé, tendu du slip comme La Loi de Téhéran, absolument passionnant, des relations excessivement complexes entre les personnages, des histoires de amour, haine, rejet, passion, qui sont parfois, je ne dirais pas difficiles à suivre, mais en tout cas à encaisser en tant que spectateur, parce que la mise en scène de Roustahi, comme dans La Loi de Téhéran, qui donc était un vrai pur polar, là il est dans un genre de saga familiale, donc à la fois la tragédie au sens pur, qui pourrait presque s'inspirer de certains auteurs russes, en mêlant avec de la comédie italienne, sans être réellement de la comédie, mais avec des ressorts de comédie. Donc ça brasse énormément de choses, avec un style opératique comme dans La Loi de Téhéran, donc qui est passionnant, qui est magnifique à regarder, avec un sens de l'épuisement à la fois des personnages, des acteurs et presque de la caméra, qui est à la fois dramatique et fascinant. Docteur. Eh ben, oui, effectivement. Alors moi, j'avoue que contrairement à certains critiques de Télérama qui ont fait la fine bouche sur le film, prétendant que c'était, voilà, après tout, ça ne valait pas Kiarostami et son sens de l'ellipse. Oui, parce que c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois avec le Doc pour les vacances, voilà. C'est que quand même depuis quelques années, il y a une génération de cinéastes iraniens, un des plus connus en tout cas, c'était Asghar Farhadi depuis une quinzaine d'années. Café École, mais donc Saïd Roustahi est aussi le metteur en scène de ce film que j'ai oublié, qui est sorti cet été. Les Nuits de Mashhad, où on va dire que maintenant le côté élégiaque, c'est beau l'Iran, on est doux, c'est soyeux. Et tout se passe dans le hors-champ. Voilà, c'est un pays de tradition. Là maintenant, le hors-champ, on l'emmerde. C'est frontal et c'est direct. Mais déjà, Kiarostami, dans la fin de sa carrière, devenait quand même plus explicite aussi. Oui, c'est pas un bloc. Voilà, c'est ça. Et c'est valable aussi pour d'autres cinéastes iraniens. Il ne s'agit pas d'opposer évidemment une école à une autre. C'est effectivement une nouvelle génération, beaucoup plus nourrie au cinéma américain. Une nouvelle génération qui vient aussi avec une conscience de l'oppression d'un régime, comme on voit d'ailleurs en ce moment à Téhéran, les merdes qui se passent dans la rue.
au Kurdistan aussi. Voilà, au Kurdistan. Et d'ailleurs, il me semble que Leila et ses frères a eu des problèmes. Oui, avec la censure. Avec la censure. Donc le film est sorti quand même. Voilà, parce que je pense que l'Iran est un petit peu le cul entre deux chaises, en même temps avec un peu comme les Chinois, même plus le cul entre les deux chaises que les Chinois, parce que d'un côté il y a le soft power que représente le cinéma et de dire oui mais vous avez vu, on laisse sortir des films critiques, et puis d'un autre côté leur tropisme, leur tropisme, on va dire de censure et de on peut pas dire ci, on peut pas dire ça, qui fait que et surtout on peut pas le montrer. Et on peut pas le montrer. Et là c'est vrai que c'est un film. Alors déjà c'est un film qui finalement nous dit quelque chose qu'on sait déjà, mais qu'il est toujours bon de rappeler, qui est c'est pas facile d'être une femme de caractère quand on vit dans une société qui est faite par et pour les hommes. Puisqu'évidemment Leila, c'est elle qui c'est la plus intelligente de la famille. C'est elle qui drive l'histoire, c'est la plus courageuse. C'est la plus courageuse, mais sauf qu'elle peut rien faire. Elle peut rien faire parce que c'est une femme, donc elle peut pas signer des papiers de propriété pour acheter une boutique. Elle peut pas s'imposer auprès d'un banquier. Elle est toujours obligée d'avoir un de ses frères avec elle. Or ses frères, c'est des demi foireux. Ils sont pas antipathiques. Alors ça, c'est le truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est de pas faire un espèce de truc. Elle est forte, voilà, c'est des bras. Gentille femme contre méchants hommes. Évidemment, sur 2h40, on a le temps de déployer un petit peu les personnages. Et là, l'opposition se fait plutôt entre les anciens et les nouveaux. Oui. Plutôt entre la jeune génération et la génération du père. Le personnage du père qui est joué magnifiquement bien. L'acteur, je sais pas qui c'est cet acteur, mais il pète le rôle. La mère aussi, qui est plus en retrait, mais qui est une bonne garce aussi dans son genre. Et en fait, c'est un film qui est intéressant parce que c'est un film qui... alors on est vraiment dans la satire en fait, hein. C'est pas une comédie, mais on est vraiment dans la satire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les aspects tragédiques ou mélodramatiques deviennent tellement... se superposent tellement que ça en devient presque drôle en fait, parce que les personnages ont vraiment pas de bol. C'est-à-dire que, ok, les mecs c'est un peu des feignants, c'est un peu des branleurs, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment pas de bol, quoi. Dès qu'ils pensent qu'un truc va réussir, il y a forcément quelqu'un à côté, un personnage un peu périphérique qui va faire un truc qu'il faut pas au mauvais moment. Ou même Donald Trump qui va faire un discours et qui va foutre la merde. Donc ils sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et qui dévalue l'or iranien. Voilà, exactement. Et donc il y a à la fois un tweet, même pas un... Ouais, exactement, par un tweet. Et il y a une espèce à la fois de célébration de l'abnégation et de la résilience des classes populaires iraniennes, et en même temps il y a et ça me rappelle un peu finalement La vie sans principe de Johnny To. Il y a son film de 2012 sur la crise des subprimes. Et il y a cette espèce de côté, je vais regarder cette espèce de manière de regarder les choses en face et de bien montrer à quel point la cupidité et l'argent sont des moteurs hyper importants en Iran. Des moteurs parce que c'est ce qui fait la différence entre les classes. Et il y a des scènes terribles de lutte des classes, tout simplement, hein, dans le film, entre la partie la plus riche de la famille, qui est méprisante à un point que c'est à peine imaginable, et donc cette partie plus pauvre, mais qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être comme les plus riches, c'est-à-dire qui n'arrive pas à se détacher de ce modèle. Évidemment, avec la séquence centrale, qui est la scène du mariage d'un des cousins de la famille, qui est une scène qui est magnifique. Moi, j'aurais voulu qu'elle dure 1 heure, comme dans Voyage au bout de l'enfer. Tout le film aurait quasiment pu se passer là. Tout le film aurait quasiment pu se faire là. Parce que ça cristallise toutes les tensions et toutes les guerres fratricides et intrafamiliales. Exactement. Et puis il y a vraiment le fait que l'argent n'est pas simplement qu'un moteur, on va dire, individuel, mais que c'est l'un des fondements des relations familiales. C'est-à-dire, voilà, parce que le mariage, il faut apporter. Il y a un parrain, donc le père de famille arrive à se faire nommer parrain, mais ça veut dire qu'il est obligé de faire le plus gros cadeau, donc d'amener des pièces d'or pour montrer machin. Et donc il y a tout un trafic en coulisses. 40 pièces d'or. Voilà. Il y a tout un trafic en coulisses où la partie riche de la famille, en fait, prend une espèce de pourcentage sur les cadeaux de faits au mariage. Donc il y a des histoires de représentation. Tout en gonflant. Certains cadeaux pour montrer que quand même les mecs, même s'ils n'ont pas de thunes, ils sont pas si pauvres que ça, pour que tout le monde puisse garder un peu la face. Donc en fait il y a zéro affection, il y a zéro dimension affective dans cette scène de mariage. C'est que des rapports marchands. Ils sont en train de tous leurs rapports humains sont des rapports marchands. Et quelque part c'est là où justement l'empathie du réalisateur, moi je trouve, fonctionne bien, c'est qu'en fait une fois qu'on commence à comprendre ça, on pardonne beaucoup plus aux personnages, notamment des frères. Parce que effectivement eux aussi sont obsédés par l'argent, mais tout simplement parce qu'ils en ont pas, et il n'y a pas cette espèce d'idéalisme de la pauvreté qui fait que parce qu'on est pauvre on est forcément noble. Ben non, quand on est pauvre dans l'adversité, on va serrer exactement. les coudes, on va gagner. Alors on n'est pas chez
j'allais dire, on n'est pas chez Ken Loach. Oui, j'allais dire aussi. Mais même chez Ken Loach, en fait, c'est pas ça. En fait, même chez Ken Non, Loach, la question de l'argent est une question. C'est un peu plus méchant aussi chez Ken Loach. Chez Ken Loach, on n'est pas plutôt dans la comédie populaire française voilà, on est soudés parce qu'on est pauvre, on va faire un truc ensemble, machin, ou le côté Frank Capra quelque part. Oui. C'est-à-dire les classes populaires peuvent s'élever par force de travail et tout ça. Non, là, ça montre bien que non, les dés sont pipés en fait. Surtout dans le capitalisme moderne. Exactement. Et ça rebondit évidemment avec ce qui se passe aussi chez nous, c'est-à-dire que c'est très iranien comme film, c'est-à-dire moi j'ai appris plein de choses sur les rites de mariage, les relations intrafamiliales. Je sais pas jusqu'à quel point c'est juste, mais en tout cas moi j'ai eu l'impression de découvrir effectivement un sentiment de véracité. Exactement, puis de découvrir des trucs presque sociologiques en fait sur la manière dont vivent les gens. Et en même temps, moi je trouve que ça rebondit complètement avec la société dans laquelle on est, où certes c'est sans doute plus hypocrite. Et le rapport à l'argent, parce qu'on est un pays catholique et qu'il y a quelque chose de sale dans l'argent dans les pays catholiques, donc on va mettre ça sous le tapis, mais où finalement cette espèce de côté... C'est un côté sale, mais on aime quand même bien le montrer. Exactement, quand on en a. Exactement, qu'on soit pauvre ou riche d'ailleurs. Et ce côté truqué de la partie, en fait, pour moi qui est vraiment le vrai discours politique du film, dépasse largement le cadre d'une satire de la société iranienne, même si ça concerne évidemment la société iranienne. Et ça dépasse complètement ça. Et après, c'est porté, moi je trouve, en plus par des comédiens qui sont complètement dingues, quoi. Enfin, certains ont déjà joué dans le précédent film de Roustaï, certains jouaient avec Asghar Farhadi déjà. Voilà, donc c'est vraiment plutôt des têtes connues en tout cas du cinéma iranien. Alors moi j'avoue que là je suis nul en nom, c'est pas bien. Hein, voilà. Mais pareil, l'actrice qui joue Leila, elle est formidable, quoi. Je dirais, tiens le film, pas à bout de bras parce qu'en fait elle partage vraiment l'affiche avec les autres personnages. Le titre pour le coup est cohérent, c'est vraiment Leila et ses frères. Exactement. Elle sans eux n'aurait aucun entre guillemets intérêt ou relief dans l'histoire. Elle serait comme sa mère finalement. Exactement. D'autant que si elle avait été toute seule à vouloir monter un business, ça aurait été beaucoup plus démonstratif et un peu lourdeau volontaire dans ce qu'on appelle et pas crédible à Télérama un portrait de femme. Voilà, un portrait de femme émouvant. Et là le portrait de femme est tout à fait émouvant, mais c'est aussi une femme qui est en colère et il y a 2-3 scènes où elle envoie bien chier son monde et où tu voilà, il y a une scène de baffe notamment, il y a une scène de gifle qui est assez dingue. Et puis Claude Pinoteau, la gifle. Ouais, exactement. Et puis ce personnage du père, quoi, qui est vraiment une raclure, qu'au départ on prend au départ on pense que notre empathie va aller vers lui, et plus le film avance, plus on se rend compte, petit vieux qui a pas de bol, il est exactement. Et plus on se rend compte que cette espèce de malchance a créé chez lui de l'aigreur, et que cette aigreur il fait payer ses mômes de ce qui lui arrive à lui. Et ça c'est un peu impardonnable quelque part. Il n'arrive pas à arrêter le cycle justement de l'humiliation, et puisqu'il ne peut pas humilier autre personne d'autre que sa famille, il va humilier tous ses enfants. Et sous le prétexte du poids de la tradition, du respect de la famille étendue. Exactement. Alors qu'en fait, tout ça, c'est d'une hypocrisie complètement... d'une crapulerie ignominieuse crapulerie. Exactement. Et pour autant, et c'est là aussi où j'aime bien, c'est-à-dire que ça a beau être quelque part le méchant du film, sans révéler ce qui se passe à la fin, la dernière scène, je trouve est hyper touchante, quoi. Il y a une dernière scène qui est touchante et ambiguë. Qui est touchante. Je peux pas en dire plus, hein, mais franchement, ça vaut le coup de. Le film tient en fait jusqu'à la dernière scène. Alors, comme La Loi de Téhéran, c'est un film qui est. C'est quelqu'un qui aime bien les dialogues. Oui, qui parfois d'ailleurs, j'allais dire, sont parfois un peu tendance à surligner des choses qui vont se passer, ou en tout cas des choses évidentes parce qu'il nous a montré avec sa caméra. Je pense notamment au début quand il y a un des frères qui se fait virer de l'usine où il est, ça part en émeute parce que les flics arrivent et se mettent à tabasser tout le monde. T'as un autre de ses collègues qui vient aussi de se faire virer, qui lui dit non mais il faut rester parce que ceux qui partent c'est ceux qui ne vont pas se battre, alors qu'il faut être ensemble pour les camarades. Et là tu dis, en plus c'est au détour d'un escalier, quand tous les mecs sont en panique, il prend le temps de lui dire ça, puis après il repart et ils n'ont pas d'autre interaction. Alors, peut-être que Roustaoui a pas encore le côté un peu. Peut-être qu'il n'a pas encore totalement confiance dans la puissance de ces images. Peut-être qu'il a encore un peu de doute, alors que la scène, le simple fait qu'il remonte la foule à contre-courant, toute la lâcheté du personnage, et une lâcheté qui est finalement assez compréhensible aussi, et elle est présente dans cette scène-là. Donc effectivement, le dialogue n'était pas forcément nécessaire. Après, voilà, moi je vais pas lui en tenir rigueur. C'est quelques pinaillages comme ça qui épargnent, où tu dis parfois t'es un peu
ça confiance, mec. Et voilà, et justement, mais à d'autres moments, justement, moi il y a une scène que j'aime bien où ils sont au plus bas, ils sont sur les marches d'une espèce de bâtiment en train de bouffer des glaces, et il y a un SUV qui s'arrête devant eux, et il y a 4 femmes qui descendent, qui sont super belles, 4 bombasses, voilà, 4 bombasses, alors que 4 bombasses voilées, oui. Mais 4 bombasses avec des regards de biche, qui sur d'elles, et on sait que c'est des femmes riches, quoi. On sait, elles ont pas un regard pour eux, et eux ils sont là en train de les reluquer comme des pauvres mecs, dire quasiment alors à les siffler, quoi, tu vois, et ils sont à la fois pathétiques dans ce moment-là, et en même temps quelque part ils sont touchants parce qu'effectivement ils passent leur temps à fantasmer un monde qui de toute façon ne leur appartiendra jamais, quoi. Et du coup le fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ils ont une compréhension mais confuse en fait de cette chose-là, ça je trouve que c'est intéressant, plutôt que d'avoir une leçon de morale à la fin où tout le monde se rendrait compte de son conditionnement. Parfois ça vient pas. Il y a une autre scène qui est super, c'est où ils font visiter le futur magasin au père, et c'est dans des chiottes, et donc toute la discussion se passe avec des bruits de paix et des bruits de pisse autour, et là pour moi ça c'est une vraie scène de comédie, pour le coup, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé moi personnellement très drôle, quoi. C'est vrai que c'est une excellente scène, effectivement. Donc c'est Leïla et ses frères de Saïd Roustaï qui, je crois, passent encore peut-être dans quelques salles. Donc le film a déjà 1 mois, qu'évidemment on vous recommande. Ça vaut le coup, Puis 2h40 ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Moi, juste pendant le film, je me suis dit, avec la scène de mariage, je kifferais voir une version comme ça de Voyage au bout de l'enfer, où les mecs ils se marient pendant 1 heure, après ils partent à la guerre, et t'en as un qui revient genre dans les bras de Daesh, et le mec doit repartir pour aller niquer Isis pour aller le sauver, quoi. Tu veux faire Retour vers l'enfer, en remake iranien. Bah oui, carrément. Écoute, moi, j'achète. Appelle Roustaoui. Écoute, c'est peut-être parce que à l'évidence la scène de mariage, il y a du Cimino dans la scène de mariage, il y a du Coppola, il y a du Scorsese, il y a du Michael Mann. Tu sens que le cinéma américain est quand même passé par là. Et d'ailleurs les personnages passent leur temps à regarder le catch américain dans leur baraque, donc ça montre bien aussi l'imaginaire qui a pris le pas. L'imaginaire américain, mais qui est l'imaginaire de ce que l'Amérique a de plus vulgaire en plus. Donc effectivement l'argent aussi encore. Donc voilà, donc il y a plein de petits détails, il y a plein de petits trucs, les chats, les cigarettes, il y a plein de petits détails qui sont vraiment bien, et c'est vraiment un film, moi j'ai trouvé que ça vraiment assez intense, bluffant. Ouais, et bon film de l'été. Voilà, bon film de l'été. Oui, entre ça et puis Les Nuits de Machad, ça nous a mis la pêche. Ou Asbestas. De toute façon, les films de l'été, moi je trouvais que c'était un super été. Par contre, c'était pas un été rigolo. Que des films fun. C'était pas un été rigolo. Heureusement, il y a le nouveau jouet avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil qui sort, et puis le faux jumeau dont j'ai vu la bande-annonce il y a pas longtemps, a l'air, avec des acteurs que je ne connais pas mais qui a l'air très bien. Oui, que je connaissais pas, non, c'est bon. Même moi ça m'a fait mal. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle le barbu là, celui qui est dans tous les films. Alban Ivanov. Je me demande s'il est pas dedans. Je me demande si je l'ai pas vu au détour. Non, mais je sais qu'il a fait un film avec l'autre acteur qui joue dedans, Ahmed Silla, je crois. D'accord, ok. Un film qui s'appelait Inséparable, un truc dans le genre. Bon, c'était nul. Voilà. Bon, ça a l'air pas génial non plus. Voilà. Donc allez voir plutôt Les ses frères, c'est mieux. Voilà, de Saïd Roustaï, qui on espère est encore dans vos salles. En tout cas, rattrapez-le quand il sortira en vidéo. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Alors, les coups de cœur, docteur. Un peu de football, étonnamment. En parlant justement de films avec des scènes de repas qui se passent pas bien, Coup de tête de Jean-Jacques Hano, avec Monsieur Devers. Son 2e long métrage. Ouais, et avec un Devers, moi je trouve, qui est comme souvent d'ailleurs, en majesté, et qui reste pour moi quand même sans doute un des meilleurs acteurs français de ces 100 dernières années. Voilà. C'est vrai. À propos de football, Thibaut, on n'a pas encore fait de points. Le Stade Rennais cette année, ça va mieux. Qu'est-ce que vous pensez des performances? Ça va mieux. Début de saison un peu moyenne quand même. Ça va. Le match contre Fenerbahçe, c'était quand même rude. Oui, mais bon, comme le dit Clément Gavard dans Pleine Lucarne, il n'y a plus de petites équipes. Fenerbahçe est un club mythique avec une longue tradition européenne. C'était sportif, au moins c'était bien, c'était physique. Donc voilà, 2-2 contre le Fener, c'est pas mal. On va se faire bouffer chez eux. Ça va être compliqué, ouais. Et Truffert en équipe de France. Non, mais ça, a priori, de ce que j'ai lu, c'est parce qu'il était avec les espoirs. Donc voilà. C'est pour ça, voilà, c'était plus simple. Il était sur place, en fait. Oui, exactement. Donc, sinon, coup de cœur. Un film de Maurice Pialat, donc scène de repas qui se passe mal à nos amours, mais non, c'est pas lui. Donc ça va être Police avec Gégé Depardieu et Sophie Marceau. Donc film que j'avais pas revu depuis pas mal de temps et dont je gardais un excellent souvenir. Et en fait, l'excellent souvenir est toujours vivace. Parce que Maurice Pialat se permet en fait de
totalement déstructurer ce qui se passe autour du genre du film policier et de l'enquête policière. C'est pas son film le plus aimable en plus, Police. Hein. Non, c'est dur. Il est dur et voilà, c'est plus un film. Bon, voilà, comme chez Piala, on va aller plutôt naviguer autour des âmes en peine de Depardieu et Sophie Marceau. Donc voilà, film absolument magnifique sur le rapport flic-voyou, héros ou salopard, et en même temps il y a de l'amour qui passe, mais justement qui trépasse. Voilà. Quel poète. Putain, c'était nul. Et à propos de poésie, un groupe, leur vie, leur œuvre, The Kills. Voilà, c'est ma petite lubie du moment. Ça faisait voilà, donc j'ai toujours accompagné ce groupe m'a toujours accompagné depuis leur sortie de leur premier album. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté The Kills. Ah ouais, mais c'est putain de mortel. Et voilà, donc Jamie et Allison, je vous aime. Très bien, merci. Alors moi, ce sera 2 choses. Le premier, j'ai revu hier, je crois que je l'avais mis en coup de cœur il y a quelques années déjà, Les Fantômes du Chapelier de Claude Chabrol avec Aznavour et Michel Serrault. Tourné à Quimper et à Morlaix. À Concarneau. À Concarneau et à Quimper. Il n'y a rien qui est tourné à Morlaix? Non, c'est Concarneau et Quimper. Ouais, t'es sûr de ça? Oui, j'ai vérifié. Parce que Quimper, j'arrive à reconnaître, parce que c'est ma ville natale, donc je sais reconnaître les plans. Mais je sais que c'est un film que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des plans où il y a une rue, il y a une scène où Serrault est dans la rue. Il y a un coin de rue, c'est à Quimper, et puis il y a un autre coin de rue, et c'est plus à Quimper. Mais je pensais que c'était à Morlaix. Non, c'est Quimper et Concarneau. D'accord. Donc, adaptation de Simenon, absolument formidable. Je pense dans mon top 10 des films de Claude Chabrol, mais bon, il y a quasiment que des très bons films sur Claude Chabrol. Aznavour qui est formidable. Voilà, Aznavour qui est formidable. Je crois que, en fait, les films de Claude Chabrol sont parmi les meilleurs feel-good movies à voir, parce que c'est toujours bien, c'est agréable, c'est parfaitement bien fait, que les personnages veulent les méchants. Ça rassure absolument, je trouve. C'est formidable. Et sinon, un film aussi qui rassure, enfin un livre, pardon, qui rassure, donc j'ai enfin lu, c'est Les raisins de la colère de John Steinbeck, que je n'avais étonnamment jamais lu. 500 pages, écrit petit, bien tapé quand même. Ultra chef-d'œuvre sur l'histoire de Tom Joad dans la Grande Dépression. Bien évidemment, je vous invite à revoir le chef-d'œuvre de Ford, à écouter le chef-d'œuvre de Bruce Springsteen, la reprise de Rage Against the Machine. Voilà, avec le boss aussi. Donc, voilà, l'explication du titre, moi c'est mon roman préféré, hein, mais l'explication du titre, Les raisons de la colère, c'est d'une majesté absolue et d'un... T'es en colère, tu refermes le bouquin, t'es en colère, c'est absolument incroyable. D'autant qu'il manger des patrons. Ouais. En tout cas, il n'aime pas les flics, Steinbeck, mais bon, peut-on le blâmer? En tout cas, livre absolument monstrueux et prodigieux, écrit en plus à l'époque quasiment au présent, parce que c'est paru moins de 5 ans après la fin de la Grande Dépression. Donc voilà, absolument merveilleux, j'ai pris beaucoup de plaisir. En ce moment, je lis que des trucs pas drôles, mais alors celui-là, c'était vraiment bien. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Valentin à la technique. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler méta et petit Mickey notamment. Donc voilà, merci messieurs. Prochaine édition. À ciao, bonsoir et à bas les Anglais. Salut.